Aujourd'hui, à You ce que t'es rendu, Louise Imbeau. Après une longue carrière à la direction de Radio-Canada Acadie, Louise Imbeau a continué sa contribution à la cause acadienne. Elle est actuellement présidente de la Société nationale de l'Acadie et chancelière de l'Université de Moncton, en plus d'être propriétaire de la maison d'édition de littérature pour enfants Bouton d'Or Acadie. Sa carrière et son activisme communautaire ont récemment été récompensés de l'Ordre du Nouveau-Brunswick. Dans son entretien avec Marc-André Leblanc, Louise Imbeau revient sur sa carrière à Radio-Canada et les difficultés du diffuseur d'État d'accomplir son mandat national. Pendant l'épisode, on retourne à la source de son activisme en parlant de ses parents, Françoise Chamard et Jean Cadieux, ce dernier dont porte à ce jour le nom de la faculté d'administration de l'Université de Moncton. Louise Imbeau nous parle aussi de la ville qui l'a vu grandir, soit Moncton, et les moyens que devaient prendre les Acadiens pour se faire entendre dans cette communauté. Retrouvons dans les studios de Kodiak FM à l'Université de Moncton, Louise Imbeau en conversation avec Marc-André Leblanc. Louise Imbeau, bonjour. Bonjour Marc-André. On est dans les studios de Kodiak FM. Est-ce qu'il faut dire Madame la chancelière? Vous pouvez si vous le voulez. Louise Imbeau, vous avez eu une carrière quand même assez longue dans le monde des médias, entre autres au sein de Radio-Canada. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit, Marc-André, ça serait bien que je suis disponible, mais j'aimerais être de retour à la maison pour 6 heures pour écouter les nouvelles. Clairement, cette soif de l'information-là, elle est encore là. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est une vieille façon de faire parce que les nouvelles, maintenant, on peut les écouter n'importe quand. Mais j'aime bien avoir un moment dans la journée où toutes les choses sont ramassées. Puis je trouve que c'est ça que des médias comme le téléjournal Acadie nous donnent, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui se passent toute la journée, ça arrive de partout, ça arrive sur nos téléphones intelligents. Bien, à un moment donné, qu'est-ce que c'est le bilan de la journée? Qu'est-ce que c'est qui est important de se souvenir? Puis je pense que ça, c'est le rôle des médias, de faire un peu le ménage. Là où on est bombardé de partout, mais qu'est-ce que c'est important de savoir? Alors oui, c'est pour ça, 6 heures, j'essaie d'être devant mon téléviseur pour écouter le téléjournal. Donc, autre que le téléjournal, c'est quoi votre consommation de médias? Vous lisez les journaux? Oui, je dirais que je suis pas la plus grande consommatrice. Je sais qu'il y a des gens, puis je les vois, des gens que je connais, puis tout ça, qui sont constamment en train de vérifier sur leur téléphone intelligent qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Moi, c'est pas comme ça. J'aime bien le matin écouter les nouvelles, les bulletins de nouvelles, regarder qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme de l'Acadie Nouvelle, qu'est-ce qui est la dernière nouvelle du jour, puis après ça, de siroter mon café en sirotant mon journal, c'est-à-dire que je regarde un peu le journal. Puis après ça, ben, ça va dépendre le restant de la journée. Je suis aussi quelqu'un qui aime bien les bulletins de nouvelles à la radio. Alors, quand je suis dans la voiture à l'heure des bulletins de nouvelles, j'aime bien regarder ça. Puis, plus largement que nos médias locaux ou régionaux, je suis une abonnée depuis toujours. On dit que c'est un magazine de droite, mais en fait, ça fluctue maintenant plus vers la gauche. Je suis abonnée à Time Magazine depuis, je pense, 1968 ou 69. Alors, je lis ça le soir et ça me donne un point de vue peut-être sur le monde un peu plus large. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un point de vue américain, mais on peut décoder puis savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Pour en revenir à Radio-Canada, récemment, à titre de président de la Société nationale de l'Acadie, vous avez comparu devant le CRTC pour le renouvellement des licences de Radio-Canada en demandant une plus grande place à nos accents, à ce que les régions soient présentes et que Radio-Canada arrête de fonctionner comme une station régionale à Montréal. Vous avez aussi été à la tête de Radio-Canada dans votre carrière, donc vous êtes probablement la personne la mieux placée en Acadie pour comprendre comment ça marche de l'intérieur. Bien, c'est sûr que, puis ce que j'ai dit devant le CRTC, je l'ai dit sûrement des dizaines de fois, si pas plus, quand j'étais à la direction de Radio-Canada. Évidemment, ça passait pas par les mêmes canaux, mais je pense que
il y a des éléments qui sont un peu structurels, qui rendent la chose difficile. C'est sûr que Montréal, c'est une grande métropole. Puis quand on vit à Montréal, on a bien l'impression que c'est le centre du monde. Peut-être un peu comme nous à Moncton, des fois, on a l'impression qu'on est le centre de l'Acadie. Tu sais, c'est pas particulier là. C'est pour ça qu'il faut se donner des structures qui permettent de différencier. Et je pense que, par exemple, le public montréalais a droit à ses émissions, comme nous, on a droit à nos émissions, puis que le public québécois a droit à ses émissions aussi. Mais que quand le mandat d'une émission est réseau, quand le mandat d'une émission est national, bien là, il doit représenter l'ensemble du pays. Et c'est pas juste nos accents. C'est aussi, puis peut-être encore plus important, c'est qu'il faut pas que les informations soient traitées comme si elles étaient toujours entre Montréal ou le Québec et le reste du Canada. Quand on analyse un projet de loi, quand on analyse une situation, que ce soit par exemple le droit à mourir, ça peut pas être dans la dignité, ça peut pas être seulement comparer la loi fédérale puis la loi du Québec. Il faut que ça dise qu'est-ce qui se passe aussi dans les autres provinces. Puis ça, c'est difficile à comprendre ou à faire comprendre. Puis pourquoi que c'est si difficile? Parce que vous avez quand même pu voir ça de l'intérieur, puis c'est pas d'hier qu'il y a ces revendications-là. Bien, je pense que ça tient en partie à la structure. Quand je dis, par exemple, que les gens différencient pas quand une émission est réseau puis quand une émission est régionale. Puis aussi, je pense que c'est l'expérience des gens. Je pense que quand on a vécu ailleurs au Canada, on comprend mieux ça. Quand on a vraiment une formation journalistique, on peut comprendre ça mieux. Parfois, il y a des animateurs ou des animatrices qui sont flamboyantes, mais qui ont une personnalité, puis c'est cette personnalité-là qui transparaît en ondes, alors que on voudrait qu'ils aient un peu plus. L'objectivité, c'est difficile, mais quand même une ouverture plus large. Alors, je pense que ça peut se faire, mais pour que ça se fasse, il faut qu'on recrute ailleurs. Il faut que le mandat soit clair. Il faut qu'on dise aux gens, cette émission-là ou celle-ci, allez diffuser sur l'ensemble du territoire. Ça fait quand vous utilisez des comparaisons, vous utilisez pas juste Québec-Ottawa ou Québec-Toronto ou Montréal-Toronto, mais Vancouver existe aussi, puis Halifax. Donc, vous avez espoir que c'est possible? C'est sûr qu'on peut toujours se dire... est-ce que ça va arriver? Par contre, pour moi, c'est que c'est tellement important, ce média-là, qu'il faut continuer de le harceler pour qu'il donne de nous l'image qu'on veut. Et ça a déjà été comme ça. Le réseau a déjà été plus ouvert quand j'étais enfant. On sentait moins, quand on écoutait Radio-Canada, on sentait moins l'omniprésence du Québec parce que le Québec se définissait plus largement qu'il se définit à l'heure actuelle. Après 10 ans presque de votre retraite de Radio-Canada, comment vous regardez en arrière sur votre mandat? Je pense que ça a été des années, pour moi, vraiment des années magnifiques, mais difficiles. Puis parce qu'on a vécu toute la gamme des émotions, ou si vous voulez, les effets de pendule d'un bord à l'autre, des moments où on centralisait, des moments où on décentralisait. Les moments décentralisés, pour moi, étaient plus intéressants que les moments centralisés parce qu'on pouvait exercer sur place les décisions dont on avait besoin. Il y a eu aussi énormément de remises en question, des compressions budgétaires importantes qui ont fait qu'à un moment donné, on avait peur de disparaître. Ceux-là faisaient beaucoup appel à mon esprit combatif. Je peux dire que même si c'était difficile, je pense qu'on y est arrivé. On y est arrivé parce que la raison d'être de Radio-Canada, c'est une raison pan-canadienne, c'est une façon d'affirmer l'identité canadienne et je pense que l'Acadie là-dedans est fort importante. Alors, je pense qu'on était très confiants dans nos arguments, même si parfois il y avait des velléités, disons, un conseil d'administration qui ne comprenait pas nécessairement l'importance, par exemple, de décentraliser. Quand on administre Radio-Canada à partir de Toronto, conseil d'administration, ou de Montréal, la vision n'est pas la même que quand on est à l'autre bout et qu'on reçoit le service de Radio-Canada. Et aussi, je pense on n'en parle pas suffisamment,
le mandat de Radio-Canada français et le mandat de la CBC, du point de vue de la loi, c'est la même, mais ça ne s'exerce pas dans le même milieu. Et ça, c'est très différent, là. Du côté anglais, les anglophones, par leur nombre, ont beaucoup de médias et beaucoup de ressources pour le faire. Du côté français, on en a beaucoup moins, un peu plus au Québec, moins ailleurs. Donc, d'où l'importance plus grande, je pense, de Radio-Canada. Est-ce que vous avez des regrets sur votre carrière? Non, pas du tout. C'est-à-dire, je dis non parce que j'ai fait des choix. C'est sûr que mon premier choix, c'était de devenir journaliste, puis reporter. Je pense bien que c'était le modèle de Tintin, là. Lu quand j'avais 12 ans ou peut-être même plus tôt. Et ça, j'ai renoncé assez rapidement parce que je voulais aussi avoir des enfants. Donc, il faut concilier. Et on ne peut pas partir en reportage comme ça sans préavis. Il faut être organisé, tout ça. Alors, c'est comme ça que graduellement, je suis devenue animatrice ou dans des émissions d'information, puis finalement administratrice à Radio-Canada parce que ça me permettait d'avoir quand même un horaire que je pouvais contrôler. Donc, non, j'ai pas de regrets, sauf peut-être que j'aurais voulu être correspondante en Chine, puis c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Il n'est jamais trop tard. Un peu tard maintenant. Un peu tard. Vous avez quand même conjugué votre carrière dans le monde des médias, j'oserais dire, avec la revendication, ce qui n'est pas toujours quelque chose qu'on associe aux gens dans le monde des médias. Je pense entre autres, en 84, en 86, vous avez été à l'UNESCO pour représenter le Canada à la Commission des droits des femmes. Des actions comme ça dans le monde médiatique, comment ça se vivait à l'époque, le fait d'être aussi revendicatrice, mais en étant dans le monde des médias? J'ai eu une chance incroyable à un moment donné. J'étais à Radio-Canada Moncton, Radio-Canada Acadie, comme animatrice, journaliste, tout ça. Puis Radio-Canada avait annoncé un poste de coordonnatrice à l'image des femmes dans la programmation. C'était des revendications de groupes féministes qui trouvaient à ce moment-là, puis des fois c'est encore vrai, mais moins, qu'il y avait très peu de rôle pour les femmes à la radio et à la télévision, ni chez les journalistes, ni chez les animateurs, ni chez les comédiens, comédiennes, tout ça. Et Radio-Canada avait créé ce poste-là pour lequel j'ai postulé, puis j'avais été choisie. Donc, j'ai déménagé avec ma famille à Ottawa, où j'ai passé 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, j'ai représenté Radio-Canada partout à travers le pays et un peu sur la scène internationale parce que cette participation des femmes aux médias est importante, mais était peu connue à ce moment-là, puis on avait les chiffres pour le démontrer. Là, je pense que dans la main-d'œuvre de Radio-Canada, il y avait un certain nombre de femmes parce qu'il y avait des femmes en soutien. Secrétaires, commis et tout ça. Mais des femmes à l'antenne, il y en avait très peu. Des femmes qui proposaient des téléromans, il y en avait très peu aussi. Les rôles étaient très stéréotypés. On n'aurait jamais vu une policière. On voyait des policiers en masse ou des détectives en masse, au masculin, mais pas au féminin. Alors ça a été la base de mon engagement connu. Puis j'ai poursuivi après parce qu'une fois qu'on a assumé ce genre de responsabilité-là, quand j'ai été chef des nouvelles, après ça, ici à Moncton, ou directrice de la radio ou de la télé, je m'assurais qu'on recrutait aussi bien des hommes que des femmes. Ça vient d'où, ce vœu d'engagement-là, ce vœu de revendication, cette sensibilisation à la cause? Je pense que si on recule un peu, je pense que c'était dans ma famille. Mes parents étaient comme ça. Mes parents, quand ils observaient une situation qui leur paraissait injuste ou qui leur paraissait en tout cas au détriment de la population francophone, de la population acadienne, étaient portés à agir là-dessus, pas tout seul, mais avec d'autres. Alors, c'était fréquent chez nous à la table, même quand j'étais toute petite. Je peux juste pour conclure sur les médias, mais avant même que je commence l'école à Moncton, on écoutait la radio CKCW chez nous le matin mes parents avant d'aller travailler ou nous à l'école. Puis mes parents disaient, Louise, par le temps que tu vas aller à l'école, on aura une radio en français. Et c'est comme ça que Radio-Canada Acadie, mais la partie
radio a commencé en 1954. Moi, j'ai commencé l'école en septembre. La radio a commencé en décembre. Alors, ça veut dire que ça faisait déjà un bout de temps que mes parents travaillaient avec d'autres, là, on s'entend, mais à obtenir cette radio-là parce qu'autrement, on s'anglicisait. Et ça, je vous donne cet exemple-là, mais ça a été vrai pour l'école. Quand j'ai commencé l'école à Moncton, en français, c'était jusqu'à la 8e année. Après ça, il fallait aller dans les collèges privés. Bien, mes parents trouvaient que ça n'avait pas de sens. Je les entendais raconter ça. Quand ils sont allés à la commission scolaire faire des revendications, on leur a dit non, mais les Acadiens, ils ne vont pas à l'école après la 8e année. Ben oui, on ne va pas à l'école après la 8e année parce qu'il n'y en a pas d'école après la 8e année, à moins d'avoir les moyens de payer pour aller au collège. Ils ont obtenu comme ça, avec leurs amis, la première école française secondaire à Moncton, qui était l'école Vanier, et ainsi de suite. Mes parents étaient engagés, donc je pense que l'idée, c'est un peu que si on observe une situation qui ne fait pas notre affaire, je ne parle pas sur le plan personnel, mais sur le plan collectif, bien, il faut agir. Il ne faut pas attendre que les autres le fassent à notre place. Donc, c'était clairement inné chez vous, vous le mentionnez par vos parents. Votre père, Jean Cadieux, un franco-ontarien, votre mère québécoise, viennent s'installer à Moncton. Qu'est-ce qui les a amenés ici? Bien, je veux juste préciser que ma mère était québécoise par son père, mais acadienne par sa mère, qui était une poirier. Grandie dans le Matapédia, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais mes parents sont venus ici parce que le père Clément Cormier, qu'on reconnaît comme le fondateur de l'université, avait été un ami d'abord de mon oncle, le père Maurice Chamard, et de la communauté des Pères de Sainte-Croix. Et lui, comme supérieur de l'Université Saint-Joseph, voyait que c'était pas suffisant d'avoir des cours classiques. Qu'il fallait que la population acadienne ait accès à plus une plus grande diversité universitaire. Comme mon père était comptable, il l'avait invité à venir s'installer à Moncton pour étoffé, si vous voulez, ça s'appelait le cours commercial, mais qui est devenu la faculté d'administration et tout ça. Alors, mes parents qui étaient jeunes mariés sont venus à Moncton pour cette mission-là. En principe, ils venaient de septembre à décembre, mais ils ne sont jamais repartis. Alors, leurs 7 enfants sont nés ici. Puis, autrement dit, ils avaient adopté vraiment le mode de vie et la mission, je pense, de l'Acadie. Vous êtes l'aîné de votre famille? Oui, je suis l'aîné de 7. Oui, comment la jeune Louise se comportait avec ses frères et sœurs? Je ne sais pas, faudrait leur demander. Faudrait leur demander. Je pense que j'étais correcte. J'avais un frère tout de suite après moi qui, lui, était plus turbulent. Donc, je pense que j'ai peut-être reçu des coups de lui. Mais c'est un frère que j'aime beaucoup quand même. Il n'y a pas resté de séquelles de ça. Je pense qu'on est une fratrie assez proche, mais en même temps assez diversifiée. Je pense que certaines personnes qui seraient témoins de nos discussions penseraient qu'on est comme chat et chien. À la fin, non. Mais c'est vrai qu'on a des points de vue sur le développement, sur l'Acadie, sur toutes sortes de choses. Alors, effectivement, ça parle des fois fort, mais on est tous là. On est 6 sur 7 qui sont restés en Acadie. Et c'était comment grandir à Moncton? Grandir à Moncton... Moi, je pense que on était dans ce qu'on appelait la paroisse Christ-Roi, qui est dans la région, disons, qui serait délimitée par la rue Mountain Road à peu près jusqu'à la rue John, la rue High, dans ce coin-là. C'était une petite paroisse. C'était une paroisse de personnes qui travaillaient, beaucoup de monde travaillait pour le Canadien national, pour les usines, donc beaucoup de gens avec des métiers. Donc, c'était un milieu, je pense, plutôt calme. C'est un milieu où les gens disaient pas tout haut nécessairement ce qu'ils pensaient, mais où ce qu'on a appelé la patente était très active. C'est comme ça, quand je vous parle de l'école et tout ça, c'est comme ça que ça a été obtenu. Le dimanche après-midi, il y avait des réunions au sous-sol de la paroisse. Votre père était membre de l'Ordre de Jacques-Cartier. Entre autres. Puis, il y avait beaucoup de gens qui y allaient. C'était secret, mais c'est comme ça que les gens arrivaient à faire avancer les questions parce que ces personnes-là travaillaient pour le Canadien national, travaillaient pour le magasin Eaton, travaillaient pour les magasins en ville, travaillaient pour les
les cours à bois, les entrepreneurs en construction. Alors, ils n'osaient pas nécessairement s'avancer. Mais ils étaient solidaires. Puis c'est comme ça, quand la commission scolaire disait bien les Acadiens ne vont pas à l'école après la 8e année, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Mais le jour où l'école a été construite, presque immédiatement, elle débordait. Il n'y avait déjà plus assez de place. D'ailleurs, il y a un dessin puis un poème très important de Guy Arsenault qui raconte que l'école Vanier avait tellement de roulottes. Hein? Oui. Qu'on allait faire le passage de l'école Vanier, qui était ce côté ici du Marais, ce côté ici, qu'on allait se rendre à l'université en passant d'une roulotte à l'autre. Hein? On allait avoir un train de roulotte. Là. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est presque un problème qu'on a encore dans plusieurs de nos régions acadiennes et francophones. Et effectivement, puis je pense qu'à partir du moment où les institutions sont là, les gens les adoptent et ça devient des facteurs de développement importants. Est-ce qu'on peut dire une des premières fois que ce mouvement revendicateur-là a peut-être pris la rue, c'est bien sûr l'épisode du maire Jones? Votre père était recteur de l'université à l'époque? Je me souviens pas s'il était recteur. Je crois qu'au moment du maire Jones, je pense que c'était M. Adélard-Savoie. D'accord. C'était M. Adélard-Savoie. Puis je pense qu'à ce moment-là, les dirigeants de l'université, papa était peut-être doyen de la faculté d'administration, mais je pense qu'à ce moment-là, ces personnes-là, M. Savoie, le père Cormier, tout ça, ils étaient un peu sidérés de nous voir faire. Je pense qu'eux, ils avaient lutté pour obtenir l'université, mais il avait fait à la façon qu'il se faisait maintenant, par des revendications, par le fait de faire des représentations, d'y aller petit pas par petit pas. Nous, on arrive, la génération qui sont les premiers à profiter de l'université, puis là, on y va avec... disons, on crie un peu plus fort, mais c'est normal parce que des étudiants, on n'a rien à perdre. Hein? Mais tout a gagné. Et tout a gagné. Mais ça les sidérait un peu de nous voir faire. Puis c'était un peu comme un désaveu. Je crois que c'était pas ça. On était dans la même mouvance, mais disons un diapason pas mal plus haut. Et je pense que d'une certaine façon, ils ne nous le disaient pas, mais je pense qu'ils étaient un peu d'accord parce que ça donnait du poids à leurs propres revendications. Au moment des premières manifestations contre la hausse des frais de scolarité, puis pour le bilinguisme, il y avait des demandes qui se faisaient pour que l'université, par exemple, ait un budget de rattrapage parce que UNB avait du financement de la province depuis 200 ans, que nous, on n'avait pas eu, alors on voulait des rattrapages. Mais comment mieux démontrer la nécessité que par les étudiants qui disent, mais c'est ça qu'on veut, là. Vous en faisiez partie? Ah oui, ça, c'est sûr. Donc, papa, il percevait ça comme les autres? Il était secrètement fier que sa fille était là? Je pense que oui. Pour certaines choses, il m'avait demandé de peut-être pas être... trop à l'avant-plan. J'étais pourtant présidente des étudiants de la faculté la faculté des arts, le conseil étudiant, mais comme porte-parole. Puis de toute façon, je pense que les étudiants étaient sages. On avait choisi des porte-paroles qui pouvaient avoir une allure peut-être un peu plus sérieuse. Je pense à quelqu'un comme Claude Savoie, qui était déjà diplômé, mais qui était en psychologie, qui est devenu porte-parole, etc. Il y a eu des porte-paroles plus flamboyants, comme Michel Blanchard, par exemple, mais officiellement, c'était pas lui notre porte-parole. Et je pense que de ce point de vue-là, ça donnait une certaine dose de crédibilité. Est-ce que l'Acadie pourrait retourner à une mobilisation du genre? Est-ce qu'on est encore capable? Bon, je pense qu'on serait capable, mais je pense que les temps ont changé. On est plus diversifié, on est plus dispersé aussi sur le plan des revendications. Certains, par exemple, nous, on avait peut-être 2 ou 3 secteurs de revendications. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, d'environnement. Il y a une conscience sociale par rapport à l'environnement. C'est peut-être plus difficile ou c'est un peu différent. Puis je pense que les préoccupations sont
je sais pas, j'ai dit diversifier, mais peut-être que les préoccupations, puis les médias sociaux nous aident peut-être pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est parce qu'une fois qu'on l'a dit sur un média social, c'est comme si on avait fait notre part. Alors, on a un peu de misère à se mobiliser, puis là, ben, la COVID nous aide pas. Hein? Clairement. Un petit peu plus dur de manifester en ces moments de distanciation et de masque. Vous avez fait vos études ici à l'Université de Moncton. Qu'est-ce que pensait devenir Louise Imbeau quand elle était à l'université? Vraiment, j'ai eu de la chance que mes parents parlaient jamais de comment est-ce qu'on devait gagner notre vie ou ben non, qu'il fallait penser à l'avenir dans ce sens-là, là, qu'il fallait assurer nos arrières, qu'il fallait avoir des plans de pension. Plus tard, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient beaucoup l'accent là-dessus, mais moi, j'ai eu la chance, puis pourtant, mes parents n'étaient pas riches, loin de là, mais c'était important de vivre selon ses convictions, puis de travailler là-dessus. Alors, j'ai eu une grande liberté de penser qu'est-ce que j'allais faire quand j'allais être grande. Puis, en fait, j'avais vraiment juste une idée en tête, c'est comment je fais pour rendre à l'Acadie ce qu'elle m'a donné. C'était vraiment ça. J'ai fait beaucoup de cours d'économie parce qu'à un moment donné, je pensais que c'était là qu'il fallait agir. Puis là, des cours de philosophie parce que je pensais que c'était là, etc. Puis finalement, ben, c'est par les médias que j'ai pensé que je pouvais apporter ma contribution. Puis j'avais peut-être pas j'étais peut-être plus capable d'être à l'arrière-plan, comme des journalistes le sont, qu'à l'avant-plan. Ça, c'est venu peut-être plus tard. En tout cas, quand j'étais étudiante à l'université, pour moi, c'était important d'apporter ma contribution sans trop savoir qu'est-ce que ça serait. Et vous parlez d'une contribution à l'Acadie. Quand est-ce que vous avez découvert l'Acadie, que l'Acadie a pris une place dans votre identité? Ça, c'est vraiment très tôt. Très tôt parce que probablement que l'entourage de mes parents, leurs amis, c'était des Acadiens de Moncton, tout ça. Donc, ça faisait partie de la réalité de tous les jours. Mais aussi parce que en 1955, ça fait longtemps, mais l'élite acadienne avait décidé de célébrer le bicentenaire acadien. C'était une drôle de façon de dire ça parce que c'était le bicentenaire de la déportation. Puis on parlait d'une célébration, mais c'était surtout un rappel. Et ça se passait un peu partout dans les communautés acadiennes, mais en tout cas très certainement à Moncton. Dans mon école, on nous avait appris la question de la déportation. On nous avait même fait se faire des costumes. On avait fait une séance. Il y avait eu une messe à l'extérieur, une messe à la cathédrale. Puis il y avait des grandes fêtes qui se préparaient à Grand Prix. 1955. Mes parents sont allés, mes frères et sœurs, il y en a qui sont allés. Moi, pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas allée à Grand Prix cette fois-là, okay. Mais je suis allée très tôt après. Mm-hmm. Mes parents, mon père surtout peut-être, nous racontait l'histoire de la déportation, l'histoire des Acadiens, mais pas seulement la déportation. Par exemple, la Banque des fermiers, l'habitation Champlain. C'est des choses qu'on a visitées très tôt. C'est le milieu dans lequel on vivait. Oui, c'est intéressant, surtout que votre père, il était franco-ontarien par sa naissance, du moins, mais certainement devenu acadien. Là. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes au Canada, de façon générale, qui, surtout dans ces années-là, s'intéressaient à tout le pays. Puis je me souviens que mon père me racontait que mon grand-père, pour éviter la guerre, était allé travailler en Alberta. Donc, il y avait des Cadieux en Alberta qui étaient des Franco-Canadiens qui sont probablement devenus des Franco-Albertains avec le temps, mais les définitions étaient peut-être un peu plus mouvantes. Mais vivant ici, ça c'est certain que dès les débuts, puis probablement par l'influence du père Clément Cormier, mais aussi des autres, le frère Léopold Taillon, le building à côté de nous. On peut faire le tour du campus. Rémi Rossignol, tout ça, c'était tous des personnes qui avaient à cœur, depuis 1874, là, la fondation de l'Université Saint-Joseph. Là, ça fait que ça remonte à loin. En tout cas, et c'est très présent. Je pense qu'on oublie parfois que le sud-est du Nouveau-Brunswick, la vallée de Memramcook, c'est le lieu du retour. Hein? Et c'est le lieu où les gens se sont
installé après. On ne pouvait pas retourner en Nouvelle-Écosse. On est venu au Nouveau-Brunswick. On s'est développé. C'est ce qu'on avait appelé l'enracinement dans le silence parce qu'on ne parlait pas fort, mais on était là. Et moi, en tout cas, disons que je pense que j'ai grandi, c'est peut-être comme Obélix puis la potion magique. Là, je suis tombée dedans étant bébé. Là. on parle de que vous avez tombé dedans étant bébé, on parle de votre jeunesse. Pour sauter, je me permets, à votre retraite, où vous avez ressauté dans votre jeunesse en achetant Bouton d'Or d'Acadie, une maison d'édition principalement pour des livres et de la littérature pour enfants. Pourquoi ce projet? Bien, ce projet-là, c'est parce que au moment de ma retraite, j'avais pas de projet défini. Je voulais juste voir si j'étais capable de faire d'autres choses. C'est à peu près ça. Il me semblait qu'à Radio-Canada, j'avais fait le tour, mais surtout que j'avais donné ce que j'avais à donner parce que ça prenait, d'une part, beaucoup d'énergie, bien, beaucoup de créativité. On pense que des administrateurs, c'est pas des gens créatifs, mais je peux vous dire qu'il faut l'être pour gérer une boîte comme celle-là. Alors, j'avais l'impression que j'avais peut-être plus ce qu'il fallait pour continuer, mais je voulais faire autre chose. Madame Marguerite Maillet avait mis sur pied la maison Bouton d'Or, cherchait de la relève. Elle avait elle-même un âge avancé, puis elle voulait que ça continue. Puis moi, je trouvais que c'était une belle chose, cette maison d'édition, puis que ça fallait pas que ça tombe. Madame Maillet voulait pas non plus que ça parte ailleurs, que ça devienne une maison québécoise ou franco-canadienne, etc. Elle voulait que ça reste comme ça. En tout cas, on a fini par se rencontrer là-dessus. Moi, j'avais du temps, puis autour de moi, il y avait des personnes, dont ma sœur, Marie Cadieux, qui était une littéraire. Puis on s'est dit, nous autres, peut-être qu'on peut faire continuer ça. On pensait qu'on ferait ça pendant 5 ans. Ça fait bientôt 9 ans, mais un jour, il faudra aussi passer la même et la maison est plus solide. Bien sûr qu'on avait des atouts. Marie est une littéraire, mais moi, j'ai été chef de nouvelles longtemps. Je lisais des épreuves à l'Évangéline, tout ça. Alors donc, je pouvais apporter une certaine contribution, plus la question de l'administration. Alors, puis ça permet de développer des auteurs acadiens, des illustrateurs. C'est toute une industrie, hein, l'industrie du livre. Faut la découvrir, la connaître, mais en tout cas, c'est sûr que c'était, disons, au moins logique, si pas convergent, au moins logique d'aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que les projets qui s'en viennent pour Louise Imbeau? Il y a toujours quelque chose, je présume. Oui, bien, la maison d'édition demande de l'attention parce que c'est une question importante, c'est-à-dire que de développer la littérature et de la rendre entre les mains des enfants. C'est correct d'écrire des livres, de les publier, mais il faut que ça se rende à qui ça s'adresse. Alors, il y a encore pas mal de travail de faire de ce côté-là, parce que c'est pas automatique. COVID, c'est plus difficile ou? Bien, la COVID, c'est curieux. Ça a été difficile parce que les écoles sont ouvertes ou pas ouvertes selon les choses. Les commissions scolaires, la même chose. Les salons du livre n'ont pas eu lieu, alors les ventes directes sont difficiles. Mais les enfants ont quand même besoin d'outils, ont besoin de lecture, tout ça. Alors nous, on aurait eu une année quand même, disons, respectable, moindre que l'année d'avant, mais c'est pas pour nous aussi catastrophique, disons, que pour les gens qui dépendent des performances, comme les musiciens ou les gens de théâtre qui doivent pouvoir se produire. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Nous, on a pu faire nos livres quand même, les publier, mais on a moins pu les promouvoir que ce qu'on aime faire parce qu'on veut que ça se rende jusqu'entre les mains des enfants. Alors, je pense que ça va continuer de ce point de vue-là. C'est sûr que toute la question du féminisme continue de m'animer. Puis, on reste ouvert pour d'autres choses, mais je pense qu'il faut ralentir un petit peu le rythme pour pouvoir continuer ceux-là. Hein. Des fois, je vois que les gens sont beaucoup fascinés par le changement. Moi, je pense que le changement, il doit se faire de l'interne, mais il ne faut pas trop bousculer parce que si on se donne la peine de construire quelque chose, il faut le solidifier, il faut le maintenir. Où sera l'Acadie dans 10 ans? Je pense qu'elle se portera bien. Je pense que c'est toujours...
Puis je pense que chaque génération vit ça un peu, a l'impression que la génération d'après est moins solide ou moins engagée ou tout ça. Mais je pense que c'est plus un phénomène de... Quand les gens, par exemple, ont des jeunes familles, des jeunes enfants, ben ils n'ont pas la même possibilité d'action que, mettons, quand ils sont étudiants. Voilà. Puis, plus tard, quand les enfants sont grandis, ben, tu peux y remettre. Alors, je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour ces moments-là de la vie, mais en même temps, il faut le rappeler que si on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner. Louise Imbeau, merci beaucoup de cet entretien. Ça fait plaisir. C'était You ce que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcast préféré. You ce que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez You ce que t'es rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous.